bonjour ou rebonjour à tous. Merci d'être si nombreux. Je vous propose qu'on passe à la suite du programme après les ateliers auxquels vous avez participé, à savoir la conférence de Pascal Pic. Donc, dans ce lieu qui est dédié en temps normal à la découverte scientifique, pour cette journée qui s'appelle S'adapter ou disparaître, Pascal Pic, vous étiez l'intervenant tout désigné. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle que vous êtes paléoanthropologue au Collège de France, que vous avez exercé vos talents scientifiques à l'étranger avant de revenir, et que depuis un certain nombre d'années maintenant, vous vous intéressez en tant que scientifique spécialiste de l'évolution au monde de l'entreprise. Et ce que vous allez nous livrer maintenant, c'est votre regard darwinien sur la crise et les pistes que cette théorie de l'évolution peut nous apporter dans le contexte actuel. Je vous passe la parole et on est ensemble jusqu'à 11h45. Il y aura des questions, bien entendu, après votre intervention. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs, et merci pour cette invitation. Alors, en effet, dans le contexte qui est le vôtre, qui est celui qui engage des enjeux d'avenir de plus en plus urgents, c'est-à-dire les problématiques du développement durable et des entreprises, faire venir un paléo-anthropologue peut sembler quand même assez décalé. En tout cas, merci pour cette invitation. Et en faisant un petit tour tout à l'heure, j'ai découvert effectivement que vous respectiez l'étymologie profonde de deux termes qui ont été considérés et que certains considèrent encore comme antinomiques, c'est-à-dire écologie et économie. Éco, je rappelle, c'est la maison. Donc c'est à la fois la gestion des affaires de la maison, mais également la gestion des affaires autour de la maison. Donc c'est la même étymologie. Et là, je vous renvoie par exemple à Edgar Morin qui a fait quelques commentaires intéressants à cet égard. Alors paléoanthropologue, en effet, pour vous, ça concerne l'évolution, ça a été dit. Et pour la plupart des personnes, l'évolution, c'est le grand passé. Alors évidemment, on en parle, hein. Il y a Lucie, Néandertal, Cro-Magnon, les dinosaures, etc. Donc tout cela, évidemment, fascine. Ça fait l'objet des unes des médias. Et dès qu'un fossile est découvert, nous sommes heureux de constater que les radios, les journaux, les nouveaux réseaux, etc., donc s'en font l'écho. Et même à travers l'éducation que vous avez eue au lycée, vous avez appris ce qu'on appelait l'hominisation. Ce qui est une vision complètement stupide et fausse de ce qu'est l'évolution. En fait, il y a deux choses dans l'évolution, il y a deux aspects qui sont complémentaires. Celui que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire le grand passé ou le grand récit, comme le dit Michel Serres, c'est-à-dire comment s'est faite l'évolution. Et ce dont je vais vous parler, et c'est ça qui est beaucoup moins connu, c'est comment se fait l'évolution, c'est-à-dire comment on doit s'adapter, quels sont les mécanismes universels qui sont impliqués. Or, au risque de vous surprendre, et ça fait plus de 10 ans que je tourne dans le monde économique et social, et soyons très clairs, hein, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Il y a plus de 10 ans, j'avais sorti un livre et je parlais de l'adaptation. L'adaptation est un concept extrêmement compliqué, notamment dans les théories de l'évolution et pour nous. Et à cette époque-là, c'était un petit peu à la mode dans le monde du management. Le monde de la management, c'est comme la publicité, c'est comme la politique, il y a des modes. C'est partout pareil, nous sommes comme cela. Et du coup, on est venu me chercher, j'ai fait quelques conférences un petit peu ex cathedra au départ, et je me suis pris au jeu, et ça a donné un livre qui s'intitule « Un paléo-anthropologue dans l'entreprise ». Et en fait, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que les mécanismes de l'évolution, en tout cas de l'adaptation, et aussi l'innovation, donc on va reprendre les choses dans l'ordre, innovation, adaptation et évolution, s'appliquent dès que vous avez des entités dans lesquelles les individus sont différents les uns des autres, c'est notre cas, pour lesquels on espère que les effectifs puissent croître, donc toute société, toute entreprise espère avoir du succès et de créer de plus en plus d'emplois, on en parle beaucoup en ce moment, et au bout d'un moment, bien sûr, on va être confronté aux limitations des ressources de l'environnement. Et à partir de là, nous allons avoir des crises. Ce n'est pas du cynisme, ce n'est pas du moralisme. Il faut savoir que les crises
font partie de l'évolution. Et que ces crises sont aussi en partie les conséquences de nos succès. Pas toujours, comme on le verra, mais sont aussi les conséquences de nos succès. Et quand on est darwinien, je vous épargne toutes les bêtises qu'on raconte sur Darwin, quand on est darwinien, on doit toujours se poser cette question. À partir de quel moment je suis capable de me dire qu'un système qui a eu du succès, dont j'ai bénéficié, dont nos sociétés ont bénéficié, à partir de quel moment il a atteint ses limites? Car chez Darwin, il n'y a pas de plus apte. Chez Darwin, il y a toujours changement. Les théories de l'évolution sont des théories du changement dans la nature et nous en faisons partie d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, l'idée du plus apte, c'est l'idée la plus stupide qu'on ait jamais fait avancer. Si vous êtes le plus apte dans un environnement donné, ah ça c'est pas mal au départ. Mais si l'environnement change, ben, vous partez avec, parce que justement, vous n'aurez pas été capable d'anticiper les changements. On en parle beaucoup aujourd'hui, c'est toutes ces problématiques des signaux faibles, qui sont en fait des aspects que nous connaissons bien dans les théories de l'évolution. Alors commençons par le premier aspect des théories de l'évolution, le grand récit, c'est-à-dire comment nous sommes devenus des hommes sur cette planète et qui domine la planète aujourd'hui. Longtemps, on a dit que l'évolution, pour ceux qui l'acceptent en tout cas, c'était l'homme qui descend du singe. L'homme descend du singe. Alors à chaque fois, ça donne une remarque. Dites-moi, monsieur Pic, pourquoi le singe n'a pas évolué? Ricanement des babouins dans les savanes. D'un point de vue naturaliste, nous faisons partie des singes. Hein, c'est-à-dire un groupe naturaliste, ce n'est pas le singe des philosophes ou des théologiens. Donc déjà, confusion. Et puis cette idée que, oui, on accepte l'évolution, mais tout de même, il y a un but dans l'histoire de la vie, et c'est l'avènement de l'homme. Ce que nous dit la paléoanthropologie aujourd'hui, donc la paléoanthropologie, c'est l'ensemble des disciplines qui s'intéressent aux origines et à l'évolution de la lignée humaine, et même des grands singes. Eh bien, je vais partir il y a 2 millions d'années. Imaginez que nous soyons il y a 2 millions d'années en Afrique, et c'est là qu'apparaît le vrai homme, le premier homme qu'on appelle Homo ergaster, donc le genre Homo. Jusqu'à présent, tous nos ancêtres, comme les australopithèques, comme Lucie, enfin c'est tout un groupe très important maintenant, on ne cesse pas de découvrir une grande biodiversité dans le passé, eh bien, tous étaient dépendants du monde des arbres. Alors, ils suspendaient dans les arbres, ils marchaient dans les savanes arborées, hein. Ils avaient une devise « jamais loin de mon arbre hein », parce que quand vous êtes loin d'un arbre et que débarquent des gros matous à dents de sabre, vaut mieux se dépêcher pour remonter dans l'arbre. En tout cas, ils n'étaient jamais en dehors, en tout cas loin des milieux arborés, et leur taille corporelle n'excédait pas les 1,10 m, 1,20 m. Ça vous surprend, hein? Quand vous voyez une reconstitution de Lucie qui fait 1,06 m, vous dites, mais pourquoi vous l'avez fait petite? Ben, voilà, c'était leur taille, quoi. Hein, je rappelle quand même, et c'est important pour les problématiques qui nous intéressent, que l'homme est une grosse bête. Il y a 200 espèces de primates, dont 2 singes. Le plus gros, c'est le gorille. Après, c'est nous. Et je ne parle pas des Américains. Donc, très clairement, nous sommes de très grosses bêtes et nous avons un gros poids sur l'environnement. Et justement, c'est ça qui commence à changer il y a 2 millions d'années. Apparaît le vrai homme qui a une taille d'1,60 m à 1,70 m, c'est quand même très grand. Un gorille, c'est pas plus grand que moi, sauf qu'en dessous, c'est pas fait pareil. Enfin, je pense que ça se voit. Mais en attendant, nous avons les premiers hommes de grande taille qui ont quasiment notre corps, la tête est différente encore, et une physiologie de coureurs des savanes. Eh bien, nous allons nous affranchir du monde des arbres. Et très vite, alors que par exemple les chimpanzés d'aujourd'hui sont extrêmement doués, ils ont des cultures, ils utilisent 70 types d'outils, ils sont extrêmement innovants, eux aussi, les chimpanzés. Donc, ils sont extrêmement adaptatifs et ils vont trouver des solutions d'ordre culturel et technique. Nous, on va le déployer beaucoup plus, mais surtout, on va commencer à transformer le monde à travers nos récits, c'est-à-dire les récits des origines notamment, mais également avec le feu, avec l'esthétique et avec des rapports symboliques au monde. Donc, le langage qui existait déjà dans des prémices assez simplifiées, va se déployer. Et depuis 2 millions d'années, nous sommes dans un mouvement extrêmement complexe qui fait intervenir des innovations technologiques extrêmement importantes, le feu, les outils symétriques, l'esthétique, l'émotion, mais également des constructions du rapport au monde. C'est-à-dire ce sont les mythes.
C'est-à-dire que nous, les hommes et les femmes, quelles que soient nos compétences dans cette salle, nous nous référons aux autres, à la société, au monde, à travers ces constructions qui sont d'ordre scientifique, religieuse, mythologique ou autre, mais ça, c'est une caractéristique typiquement humaine. Et on va voir l'impact que ça a pour nous aujourd'hui. Et bien, ces hommes qui s'affranchissent du monde des arbres, ils vont sortir d'Afrique. Ils vont se répandre sur l'Europe et sur l'Asie. Et en fait, ils ne disposent pas à l'époque d'agences de voyage, bien évidemment. Donc, ils vont suivre les communautés écologiques parce qu'il y a des mouvements liés au changement d'environnement. Et par exemple, ils vont sortir avec, enfin pas par exemple, avec les communautés écologiques d'Afrique, avec les lions, avec les ancêtres des mammouths, etc. Et cette communauté écologique du lion va s'arrêter lorsqu'elle va rencontrer la communauté écologique du tigre, c'est-à-dire celle qu'on connaît en Inde et en Asie. Personne ne passe, sauf l'homme. Dès cette époque-là, l'homme commence à être la seule espèce capable de s'installer dans tous les systèmes écologiques. Notre lignée va se déployer, et là je fais un grand bond en avant, nous sommes vers 40 000 ans. Imaginez que sur cette terre, et même là où nous sommes en Europe, eh bien, il y avait plusieurs espèces d'hommes. Hein, il y avait Néandertal, qui est un vrai Européen, nous venons d'Afrique. Hein, tous les hommes et les femmes sur cette terre aujourd'hui, les 7 milliards d'hommes et de femmes, viennent d'Afrique, et depuis 100 000 ans à peine. Donc il faut imaginer une carte de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, avec au sud, nous, les Homo sapiens, nous remontons à 200 millions d'années grâce aux fossiles. Au nord, vous avez Néandertal sur l'Europe et puis une partie de l'Asie. On vient de découvrir une autre espèce grâce à l'ADN sur le centre de l'Asie, c'est les hommes et les femmes de Denisova. Il y en avait à Java, c'est les hommes de Solo et les petits hommes de Flores. Donc 5 espèces d'hommes, ça veut dire qu'on ne pouvait pas se reproduire avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé. Parce que nous avons 2 à 4% d'ADN de Néandertal, si vous êtes non africain. Donc, on a essayé, on s'est aimé, on s'est tapé dessus aussi, hein, c'est les hommes et les femmes, quelle que soit l'espèce. Et d'un seul coup, il y a un événement particulier qui se met en place vers 100 000 ans, c'est le déploiement de notre espèce depuis l'Afrique. Nous allons aller en Europe, nous allons cohabiter avec Néandertal pendant 10 000 ans, nous allons échanger avec eux, hein, nous allons former une communauté humaine avec différentes espèces, mais tout aussi humaines. Ils enterrent leurs morts, ils ont des parures, mais petit à petit, ils vont disparaître. Pareil pour Denisova, pareil pour les autres. Et on est en train de s'apercevoir aujourd'hui que le formidable succès de notre espèce se paye à un prix exorbitant en termes de diversité. Notre succès à nous, les Homo sapiens, passe par l'extinction des espèces les plus proches de nous en termes de parenté et de complexité. Ce n'était pas conscient, évidemment, à l'époque. Et donc, tous ces autres hommes vont disparaître, même si on s'est aimé avec eux. Par exemple, les populations de l'Est asiatique ont de l'ADN de Denisova. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui fait que nos ancêtres vont aller en Australie, en Océanie et dans les Amériques? Et là, on n'y va pas parce qu'on sait naviguer, parce que nous naviguons depuis 100 000 ans. C'est parce que ces hommes et ces femmes ont des récits, ont des volontés communes, des projets communs qui les amènent à aller vers l'inconnu absolu. On ne va pas en Australie, il y a 80 km de mer, sans avoir un récit commun qui va fédérer nos compétences, nos savoir-faire et nos volontés, qui vont emmener des hommes et des femmes d'aller vers des terres jamais explorées. L'Océanie, on n'en parle jamais. L'Amérique, ils ne sont pas passés à pied, parce qu'on vous raconte que lorsqu'il y a une glaciation, le niveau des mers baisse, et ils passent à pied par le détroit de Bering. Hey, elle est où l'eau? Ben, elle est dans les glaciers, et elle vous attend, et vous ne passez pas. On ne passe pas. Donc il faut passer en bateau. Et c'est là que nous sommes la seule espèce, mesdames et messieurs, qui a été capable depuis plus de 3 milliards d'années de s'installer partout dans le monde. Et ce n'est pas à partir de cette époque-là poussé que par les fluctuations climatiques, c'est lié à la volonté d'hommes et de femmes capables d'entreprendre des projets comme jamais dans l'histoire de la vie. Et c'est là que des études récentes montrent que nous sommes dans la 6e extinction. La 6e extinction, qui aujourd'hui connaît un rythme dramatique avec l'élimination de la biodiversité, commence à cette époque-là. Mais ce n'était pas conscient, évidemment. Quand les premiers Australiens arrivent, enfin, futurs premiers Australiens arrivent, on élimine les grandes faunes de marsupiaux et la désertification de l'Australie commence à cette époque-là.
quand nous arrivons dans les Amériques, nous éliminons les grandes faunes, et vous savez que les grands mammifères, ça rote, ça pète, ça fait des gaz à effet de serre. Eh bien, l'élimination de ces grandes faunes est peut-être la cause d'une glaciation il y a environ 10 000 ans. Donc déjà, alors qu'il n'y a pas l'invention des agricultures, nous avons un impact sur les environnements. Toutes les espèces en ont de toute façon, mais aujourd'hui, ça s'est accentué par l'intensité de nos activités. Donc comment changer aujourd'hui de modèle? C'est là qu'arrivent donc les problématiques qui sont les vôtres. Les problématiques d'une évolution. Pourquoi il y a toujours évolution, c'est-à-dire changement? Il y a 3 raisons, mesdames et messieurs. La première raison, ce sont les catastrophes naturelles, ou dites naturelles. Vous avez tous vu Jurassic Park, vous êtes un super tyrannosaure, et personne ne vous cherche des noises. Vous ramassez un météorite. Je rappelle que ce n'est pas Darwin qui l'a envoyé, parce qu'il y a tellement de paranoïa avec ça. Et donc là, ce météorite déboule, et ça va faire un changement considérable qui va amener la disparition des dinosaures. Or, les dinosaures n'ont pas disparu, ils sont montés au ciel, ça s'appelle les oiseaux. Il y a 10 000 espèces d'oiseaux, il n'y a que 4 500 espèces de mammifères. Et d'ailleurs, une des entreprises les plus innovantes représentées ici, en tout cas que j'ai vu dans la lettre d'Ideasas, ça s'appelle Ferme Humaine. Alors, ferme humaine, en tant qu'anthropologue, ça fait drôle, mais en tout cas, donc je me suis dit, c'est quoi ce drôle de volatile? Mais enfin bon, alors ça c'est une histoire, tiens, ça me fait penser à une anecdote. Comment définir l'homme? C'est une querelle qu'il y a entre Diogène et Platon. On est dans la Grèce antique. Et Platon dit « l'homme est un bipède sans poils ». Diogène sort de la salle, il revient avec un poulet déplumé, il le lâche dans l'arène et dit « voilà l'homme de Platon ». Quand même beau ça. Hein. Donc, en quoi ces questions ne sont pas récentes. En attendant sérieusement, s'il n'y avait pas eu un météorite il y a 65 millions d'années, cette belle ferme humaine n'existerait pas. Donc vous voyez comme quoi l'évolution, ça peut nous servir. Bon, il faut faire avec ça. Alors, attendez, on comprend bien qu'un météorite peut changer l'environnement. Un seul volcan. Un seul volcan. En 1815, pendant qu'on se fait étriller dans la plaine de Waterloo, le volcan Tambori, au Tambora, crache comme jamais quasiment de mémoire d'homme. Et vous savez, quand vous avez une éruption volcanique aussi puissante, les poussières volcaniques montent à plus de 10 000 mètres, ça fait le tour de la Terre, et ces poussières opaques absorbent les rayons solaires. Figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'il a gelé au mois d'août en Europe en 1816. On a appelé ça l'année sans été. Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais ça va nous tomber dessus un jour ou l'autre. Actuellement, le réchauffement climatique amène une fonte des glaces de l'Arctique. Comme vous savez, cette année, toute la calotte arctique n'a pas fondu, mais toute sa surface a manifesté donc de la fonte. Et bien ça va nous donner une glaciation. Alors je répète, je n'ai pas bu, en tout cas pas à cette heure-là. Le réchauffement climatique va nous donner une glaciation. Pourquoi? Parce que la fonte des glaces de l'Arctique, c'est de l'eau douce. L'eau douce est plus légère que l'eau de mer, et ça bloque le Gulf Stream. Et c'est arrivé 6 000 ans avant Jésus-Christ. Les agriculteurs commençaient leur essor, et ça a été bloqué pendant quelques siècles. Une fois de plus, je ne suis pas là pour nous faire peur, je ne suis pas du genre catastrophiste, ce n'est pas du tout mon propos. C'est qu'il va être temps qu'on écoute les scientifiques quand même pour qu'on s'adapte. Et ça a été rappelé dans l'introduction, nous sommes une maison des sciences ici. Il est quand même aberrant de constater combien des gens contestent le réchauffement climatique au nom d'une vision idéologique et scientiste du progrès. En France, nous sommes très en retard là-dessus. Moins en Alsace parce que vous avez une culture sur l'évolution et autres et l'écologie qui est différente du reste de la France. Mais ça donne le genre de bêtises que je vais vous citer. Un copain philosophe que je ne vais pas nommer, il écrit à propos du tsunami de Fukushima, la nature qui s'évertue à contrarier les progrès de l'humanité. Je l'appelle, je lui dis, tu sais, construire une centrale nucléaire au bord de la mer, au pays des tsunamis, ce n'est pas la nature qui a un problème. Non mais c'est délirant. Non mais attendez, jusqu'où ça va, mesdames et messieurs? Je suis à l'université du MEDEF pour parler de biodiversité, et il y a quelqu'un qui me dit, mais monsieur, vaut-il mieux préserver l'homme ou la planète? Je dis, tu sais mon coco, s'il n'y a plus de planète? Non mais ça va pas bien.
Et ça va tellement pas bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez vu, on a condamné les scientifiques sismologues italiens parce qu'ils n'ont pas été capables de prévoir la date du séisme, plutôt que de condamner les gens qui n'ont pas construit et respecté les normes sismiques. On marche sur la tête. Et là, vous êtes en train de vous dépêcher, mais vous le savez, hein, vos viticulteurs ici savent très bien que le Riesling, ça ne va pas durer si ça continue comme ça. Et même dans les Charentes, avec les réchauffements climatiques, ils se disent « Waouh, 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 plus de cognac ». Ça, ce n'est pas de la bonne évolution, je vous l'accorde. Mais évoluer, c'est s'adapter, c'est accepter ces changements. Hein. La vigne remonte aujourd'hui. À l'époque romaine, il y avait du vin jusqu'en Belgique. Bon, on adore les bières belges, on ne sait pas ce que peut donner du vin belge. Enfin, il y a des choses quand même dans la Meuse qui sont superbes. Donc, quand nous, les scientifiques, depuis 30 ans, nous disons « attention, il y a des problématiques environnementales », on n'est pas là pour dire « arrêtez ». On n'est pas là pour dire on va revenir à l'âge de la préhistoire avec tous ces clichés stupides. C'est de se dire sachons comment change l'environnement pour nous adapter, tout simplement. Ça s'appelle être responsable. Donc, quel est le problème? Pourquoi, à partir de ma génération d'ailleurs, les baby boomers, nous avons du mal à accepter ces changements? Pourquoi on n'arrête pas de parler de crise? Parce que, mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, depuis l'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, nous avons connu 60 ans sans guerre, sans catastrophe naturelle et sans épidémie majeure. Donc nous ne savons pas ce qu'est une crise. Et d'ailleurs, dès qu'on commence à envisager la possibilité que peut-être ça va changer, on angoisse. On n'a même pas commencé à changer qu'on nous envoie les psychologues et les juristes. Non mais c'est hallucinant. Quel est ce monde ? Enfin, je ne sais pas, mais il y a des personnes de ma génération ici, vous avez des parents ou des grands-parents, je veux dire, ils travaillaient à l'âge de 11 ans, de 16 ans, on a connu un progrès extraordinaire. Je ne dis pas qu'il faut revenir à cela, c'est formidable ce qui s'est passé. Mais il faut comprendre qu'au bout d'un moment, on ne peut plus continuer comme avant. Ce n'est pas fustigé, ce n'est pas du moralisme, mais il faut comprendre que nos actions ont changé le monde. Et aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est comment nous adapter au monde de demain. Donc, première raison pour laquelle il y a des changements, les catastrophes dites naturelles. Deuxième raison, nos activités. En fait, ce n'est pas une espèce qui évolue, ce sont les communautés écologiques. Et c'est pour ça qu'à la lecture de ce que j'ai vu autour de cet événement, on voit bien, et je ne dis pas ça pour faire plaisir, mais on connaît bien le dynamisme économique de l'Alsace. Moi, j'habite en Picardie, je peux vous dire qu'on en est loin. Hein. Malheureusement, une région qui a beaucoup de difficultés, et la Lorraine, pas loin, comme vous le savez. Et dans cette affaire, c'est de comprendre que nous modifions quoi que nous fassions nos environnements. On appelle ça la coévolution. Le terme, ce n'est pas évolution. Darwin n'en voulait pas. C'est la coévolution. Nous sommes dans des communautés écologiques, au sens à la fois de éco la maison et éco l'environnement. Et derrière cela, c'est un système d'interaction. Alors, on m'a dit tout à l'heure qu'on m'a parlé d'abeilles. Alors ça aussi, j'aime bien. J'étais dans un colloque récemment, dont le thème était joli d'ailleurs, la pollinisation. Avec une idée d'ailleurs un peu irénique, c'est-à-dire idéalisée des abeilles. C'est vrai que les abeilles, c'est sympa. Ça bosse, ça ne proteste pas, ça donne des services aux hommes en butinant et à l'agriculture. D'ailleurs, si elles disparaissent, ces abeilles, on est mal barré, hein, comme les autres animaux, insectes butineurs. Et puis, troisièmement, ça fait du miel et il y a même des surstocks qui fait que nous, on en bénéficie. Alors, il y a les post-babacool naïfs, je les aime bien ceux-là, mais enfin bon. Dites, oh la gentille abeille, qu'est-ce qu'elle est gentille parce qu'elle a produit du miel pour faire plaisir aux hommes. Eh, elles s'en foutent de nous. Les abeilles, elles n'en ont rien à faire de nous. C'est-à-dire, il se trouve que dans leurs actions, elles vont butiner, elles trouvent du pollen, ça sert, il y a du miel en plus. Il faut bien comprendre que ce n'est pas de l'altruisme. C'est-à-dire que les abeilles, tant qu'elles n'ont pas leur intérêt, qui n'est pas conscient, si elles n'ont plus leur intérêt, elles disparaissent, et puis tant pis pour nous. Et donc, par exemple, nous les singes, nous sommes parmi les rares mammifères, le seul d'ailleurs, qui ne sont pas capables de synthétiser la vitamine C. Pourquoi ? Je donne un exemple de coévolution. Je suis un arbre, admettons que je sois un arbre. Je suis très content que des insectes butineurs viennent butiner mes fleurs. Comme ça, ça fait de la fécondation. Donc, les insectes me rendent un service. Mais les insectes ne se sont pas dit hey, on va faire un petit colloque avec Idée Alsace, on va rendre service aux arbres. Non. Ça s'est mis en place, tout simplement. Et puis, une fois que la fleur est butinée,
paf, ça donne des fruits. Et là arrivent les singes. Parce que les fruits, c'est des concentrations de fructose, de vitamines, c'est vachement bon. D'ailleurs, c'est tellement marqué dans le subconscient, comme vous le savez, lorsqu'on vous présente un palace à l'île Maurice ou ailleurs, vous avez toujours une coupe de fruits. Ce n'est pas une côte de bœuf, hein, ce n'est pas une choucroute, c'est une coupe de fruits. Hein, parce que tout ça, ça fait appel à notre imaginaire, hein, bien sûr. Et bien évidemment, le paradis perdu, tout ça. Bon, bref. En tout cas, c'est très profondément marqué dans notre imaginaire collectif. Alors, les singes mangent les fruits. Pourquoi ils mangent les fruits? Parce qu'ils aiment ça. Mais il se trouve qu'en mangeant les fruits, ils dispersent les graines et les noyaux. Donc, ça participe à la reproduction des arbres. Et la biodiversité vient de là. Par contre, sur un arbre, il y a des feuilles. Et là, les arbres, ils ne veulent pas du tout qu'on touche à leurs feuilles. Donc, il y a des produits chimiques secondaires, strychnine, tanins, extrêmement violents, pour empoisonner ou bloquer la prédation des insectes destructeurs ou même des singes mangeurs de feuilles ou des oiseaux. Eh bien, mesdames et messieurs, la biodiversité, elle vient de là. La biodiversité, elle vient de ce tissu d'interaction et de services inconscients rendus entre les différents acteurs d'une communauté écologique. Et ça, ce n'est pas de l'irénisme, ce n'est pas une vision bucolique de l'évolution. C'est comme ça que ça fonctionne. Le fait de ne plus être capable de synthétiser la vitamine C nous a permis de libérer nos adaptations possibles. Et nous sommes donc codépendants. Donc ce sont les communautés écologiques. Ça veut dire quoi pour vous? Évidemment, il n'y a pas besoin d'exégèse. C'est-à-dire qu'une communauté écologique, et on sait bien, les régions du monde les plus innovantes, c'est avec les universitaires, avec les entrepreneurs, avec les politiques, avec les administrations. Je veux dire, quand on continuera dans d'autres régions de France de dire les universitaires, on n'en veut pas, etc. Je rappelle, la Silicon Valley, c'est Stanford. Aller à Grenoble, c'est l'université avec les entrepreneurs. Hein. Donc tout ça, c'est un tissu d'interaction et c'est ce qu'on appelle une culture. Qu'est-ce qui fait que dans certaines régions, vous avez une culture entrepreneuriale ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de se dire les différents acteurs vont se parler ou pas? Alors peut-être que ça peut sembler évident ici avec Idée Alsace, mais je peux vous dire, ce n'est pas gagné. Et je vous donne un exemple, c'est Sophia Antipolis. Le sénateur Laffitte a une excellente idée que d'installer ce parc d'activités, mais qu'est-ce qui va se passer? Chaque grande entreprise va mettre une entité, ils ne vont pas faire culture. Donc chacun travaille dans son coin pour des raisons fiscales ou d'aménagement sympathiques. Vous entendez parler beaucoup d'innovation sur Sophia Antipolis, vous? Non. Par contre, sur Grenoble, oui. Des régions de Vendée, oui. Des régions de Bretagne, oui. En Alsace, oui. Donc c'est une question culturelle. Quand je parle de culture, ça veut dire un ensemble de référents communs dans lequel tous les acteurs économiques et politiques et administratifs se reconnaissent. Les banques, évidemment, jouent un rôle important. Donc qu'est-ce qui fait culture? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir de la coévolution ou pas? Et aujourd'hui, la troisième raison pour la... Alors, comment on appelle ça chez nous, dans les communautés écologiques? Ça s'appelle la Reine Rouge. Alors, ça s'appelle Lewis Carroll. Alice est au pays imaginaire. Elle marche, elle court avec la reine de cœur, the Red Queen, donc la Reine Rouge, et le paysage les suit. Alors Alice dit, Majesté, nous marchons, nous courons, mais nous n'avançons pas. Ah bon? Et dans votre pays? Eh bien, quand je marche, quand je cours, je me déplace par rapport aux arbres, aux maisons et aux rochers. Et la Reine de cœur lui répond hautaine, mais ma fille, sachez une chose, dans ce pays, il faut courir le plus vite possible pour rester à votre place. Ben, on l'a oublié, mesdames et messieurs, ça. Parce que depuis la mondialisation, comme on l'appelle, les pays industrialisés se sont étendus sur les pays dits émergents, mais je vous donne une nouvelle si vous n'êtes pas au courant, ça y est, ils ont émergé. Et ça va très vite. Et l'année prochaine, il y aura plus d'articles scientifiques signés par des scientifiques chinois qu'aux États-Unis depuis la première fois depuis qu'il y a les sciences. Ça va extrêmement vite. Et on s'est endormi, tout simplement. On a oublié la course de la Reine Rouge. Comment on a dominé le monde? On s'est dit, on est les cadors, on est les meilleurs. Eh bien, les autres, ils sont aussi bons que nous. Et un jour, j'étais avec des anciens élèves de Stanford, tous entrepreneurs, et il y avait un collègue chinois, une collègue indienne, et un de leurs copains blancs, WASP, comme on dit. Je leur demande, mais comment ça se fait que vous, les Chinois, les Indiens, vous êtes aussi bons d'un coup? Et tous les deux se regardent en rigolant et disent, hey, listen, guy, we are back. On est de retour. Et ouais. C'est comme le disent les Chinois, la domination de l'Occident pendant 5 siècles, c'est une toute petite période dans l'histoire de la Chine. Il n'y a aucune nation, aucune population qui n'est pas capable d'innover et d'être aussi bonne que nous ou mauvaise. Et ça, il faut le savoir. Et donc, on a complètement oublié dans notre confort que le monde bouge. On a fait bouger le monde.
Et puis en plus, on est quand même assez puéril, pardonnez-moi. On leur demande de faire comme nous. Ben, ils le font. Moi, je suis ancien handballeur. Vous marquez un but. Les autres contre-attaquent. Monsieur l'arbitre, il contre-attaque. Monsieur l'arbitre, on a marqué un but, mais ils veulent en marquer un. Il va falloir qu'on revienne un peu plus de cohérence face à un monde dont nous avons été les acteurs et on l'a fait bouger. Comment s'en sortir? Bon, là, de toute façon, je n'ai pas de leçon à vous donner parce que j'ai vu ce que vous faites, et je ne dis pas ça pour vous être agréable, parce que quand je suis dans d'autres régions, ça ne se passe pas aussi bien, parfois. Mais en effet, regardez comme ça a changé. J'étais récemment, et j'y pars demain, à l'Académie des entrepreneurs, et ont été récompensés les entrepreneurs de l'année. Et en fait, personne n'avait noté ça. Tous les primés étaient sur des problématiques qu'il y a 3 ou 4 ans, on considérait comme encore des obstacles à l'innovation et au progrès. Lorsqu'on parlait de RSE, de développement durable, on disait « Oh là là, encore un problème de plus ». On considérait que ces problématiques environnementales étaient des contraintes qui allaient encore nous poser des problèmes face à la compétitivité avec les Chinois, par exemple. Donc j'ai pas mal fricoté avec l'UIMM à une époque, donc l'Union des industries métallurgiques et autres. Et Dominique de Calan, à l'époque, il disait « Tiens, tu viens devant l'Assemblée régionale de l'UIMM parce qu'il n'y a que toi qui peut leur résister. » Bon, c'était violent, hein. Oui, mais ceci dit, sur les déchets, et là, il y a une très belle entreprise qui fait de belles choses sur les déchets. Je n'ai plus le nom, pardonnez-moi, mais c'était cité dans la lettre d'Idée Alsace. Et là, cette entreprise est hyper innovante. En plus, elle a trouvé sa niche écologique entre Veolia et Suez, par exemple. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Et donc, ils ont réfléchi différemment parce que, et là, il y a un bel exemple, et là, je l'ai en tête, ce sont 2 femmes, d'ailleurs, elles s'appellent Adaxo, donc qui utilisent des produits non biodégradables pour faire des sacs, etc. Peut-être qu'elles sont dans la salle, ces personnes. C'est remarquable. Et justement, en réfléchissant différemment, on se disait avant, on jetait cela, ben voilà, on peut créer autre chose. Et ça, la créativité, c'est une caractéristique de l'homme. Donc, en réfléchissant différemment sur les déchets, et en fait, les déchets, ce sont nos matières premières, tout simplement. L'autre chose, une entreprise qui est dans le nord de la France, d'ailleurs, dans le tri de déchets également, ils ont embauché des handicapés. Et ça marche très bien. D'autres ont été plus attentifs aux problématiques de l'équité, hommes-femmes, etc. Donc d'un seul coup, tous ceux et toutes celles qui ont été primés, quelqu'un aussi, en plus un bon copain, j'étais content qu'il soit primé, j'y suis pour rien, je ne suis pas dans le jury, sur les nouvelles technologies. Donc sur le voltaïque. Par exemple, vous savez, bientôt, vous allez pouvoir mettre des petits films sur vos portables ou vos iPads. Pardon, on ne va pas citer de marque, mais en tout cas sur vos smartphones et vos tablettes. Soyons génériques. Eh bien, ce film est transparent et il recharge votre téléphone à l'énergie solaire. Voilà une innovation qui vient de problématiques, comment on peut faire mieux face aux enjeux de l'énergie renouvelable. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle en science, pardonnez-moi pour le ton un peu pédant, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Changement de paradigme, c'est que d'un seul coup, on se dit « Ah, qu'est-ce qui fait qu'on va changer notre façon de voir les choses ?» Parce qu'un paradigme, c'est une culture. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui fait que dans la diversité de nos compétences et de nos responsabilités, nous allons tous nous référer à un nouveau modèle. Et bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est d'autant plus remarquable que dans les critères du jury, il n'y avait pas de se dire hey, est-ce qu'on va primer ceux qui font de la RSE, ceux qui s'occupent des handicaps, ceux qui sont de l'ET. Non, c'est devenu culturel. Donc en 5 ans, on voit bien que toutes les entreprises les plus innovantes ont été justement dynamisées, inspirées par ce qui semblait être des contraintes. Et l'art de l'adaptation, c'est ça, c'est de faire des contraintes des sources d'innovation. Je ne dis pas que c'est simple. Vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs, vous savez comme c'est compliqué. Moi-même, j'ai créé mon entreprise récemment. Ce n'est pas simple, parce que dans l'environnement, on a quelque chose qui s'appelle les impôts. Pas simple, hein. Bon, bref, il faut faire avec. Donc tout cela, c'est donc des changements de représentation. Et on voit bien que, tout doucement, les changements ne se font pas d'un seul coup, mais ils sont en œuvre, et ça amène d'autres sources d'inspiration. L'autre chose, alors je ne veux pas me vanter, mais quand même des préconisations du rapport Gallois, ils sont déjà dans mon livre qui a sorti il y a 1 an, donc un paléanthropologue dans l'entreprise. Notre seule façon de s'en sortir, c'est sur des stratégies hautement qualitatives. C'est-à-dire des stratégies qui font appel à la coopétition. Par exemple, il y a un bel exemple ici, je crois que c'est encore la ferme Humann,
où là, justement, ils sont plusieurs à travailler dans le même système de production. Hein, la compétition, ça ne veut pas dire que tout le monde il est beau, il est gentil, mais qu'on a tendance à partager certains aspects de la production, de la distribution. J'ai un très bon exemple, parce que je ne vais pas citer que l'Alsace, que je connais en Basse-Normandie, où là, ils se sont dit, tous les producteurs, on va mettre ensemble des problématiques dictées par le développement durable. Par exemple, sur le transport, ils se sont dit, il y a un problème avec le CO2. Et bien, de ce coup, ils ont trouvé des tas de solutions qui permettent de pérenniser d'ailleurs les transporteurs sur les contrats, qui permettent d'économiser, de mieux distribuer ça. D'un coup, c'est parti d'où? Ils se sont dit, le développement durable les a amenés à réfléchir différemment et donc de trouver des modèles économiques qui plus est, et vous l'avez dit, sont rentables pour tout le monde. Donc c'est du win-win. Et c'est dit une fois de plus dans cette lettre. Quand on parle de délocalisation, c'est vrai qu'on a des problèmes douloureux pas loin d'ici, autour, donc, en effet, de l'emploi. Mais c'est quand même curieux, et sans polémiquer, hein, parce que les choses ont été rétablies, de constater comme dans notre culture française qui est très marquée encore par l'héritage du modèle de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a une grande reconstruction qui se fait, et il y a tout un enjeu de paritarisme, de collaboration entre les syndicats, les grandes industries, les grands corps d'État, les administrations. Et ça marche bien. Les 30 Glorieuses viennent de là, évidemment. Sauf que ce modèle, aujourd'hui, est arrivé à bout de souffle. Et la France est un pays, peut-être pas ici, qui souffre de culture entrepreneuriale. C'est quoi la culture entrepreneuriale? C'est faire en sorte que des hommes et des femmes se lancent dans l'aventure de l'entreprise. Ben, voyez la différence, je vais très vite parce que j'ai plus trop de temps. Ce qui s'est passé avec le mouvement des pigeons. Hein, vous savez ce qui s'est passé là. J'y reviens dans un instant. Mais en attendant, nous continuons à former nos meilleurs étudiants et nos meilleures étudiantes à faire carrière dans des structures qui existent déjà. Donc, c'est-à-dire dans les grandes banques, les grandes administrations, les grandes entreprises. Tous les ans, au mois de mai, sort le classement des 20 premières grandes entreprises dans lesquelles veulent aller nos meilleurs étudiants et étudiantes. Donc, on forme des gens remarquables à développer un système qui existe déjà. C'est ce qu'on appelle l'évolution incrémentale. Par contre, je vous conseille de regarder le film, si ce n'est pas fait, Social Network, à propos de Facebook, où là, il y a un dialogue dans le bureau du président de Harvard, et là, le président de Harvard dit « Ici, la majorité des étudiants est en train de créer son job. » Donc, vous voyez, nos meilleures écoles et universités incitent nos meilleurs éléments à prolonger un système qui existe déjà et qui marche bien, nos grandes entreprises marchent très bien, mais pas à créer d'entreprise. Et donc, du coup, comme nos élites ne sont pas orientées vers cela, mais ce n'est pas leur faute, on les a formés comme cela, instancent pas dans ce qu'on appelle une culture des erreurs, d'autant plus qu'on a un système scolaire qui élimine sur l'erreur. Donc ça ne nous incite pas à faire des entreprises. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, dans cette décision qui a été annulée, malheureuse, qui consistait à taxer de manière hallucinante la transmission des entreprises, je rappelle tout de même que les chefs d'entreprise, hommes et femmes, gagnent moins qu'un professeur d'université. Il faut le rappeler. Et en prenant des risques. Et ils ne communiquent pas là-dessus. Alors ça, je leur dis, vous êtes nuls, il faut quand même communiquer là-dessus. Et donc, le mouvement des pigeons, c'est intéressant, comme vous le savez. Donc, il y a eu un mouvement sur Twitter qui est parti, et le gouvernement... Mais en fait, il faut bien comprendre que ce n'était même pas une action contre les entrepreneurs. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa. C'est-à-dire qu'ils ignoraient tout simplement ce monde. C'est aussi simple que cela. Donc, c'est quand même assez dramatique. Et quelle était la meilleure façon de tuer le mouvement des pigeons? C'est de faire venir les aigles. Quand les 98 chefs d'entreprise de l'AFEP ont fait cet article dans Le Monde, et là, c'est différent. Parce qu'on a besoin de ces personnes, bien sûr. Mais là, on a affaire à des chefs d'entreprise et pas à des entrepreneurs. Ce n'est pas la même population, ce n'est pas les mêmes actions. Donc, du coup, c'est l'un ou c'est l'autre. Il faut arrêter avec ces bêtises. Ce n'est pas les grosses entreprises, ce n'est pas les petites. J'étais récemment, il y a 2 jours, à Metz, sur justement parler des coopératives, qui est un modèle économique. Je rappelle que cette année, c'est l'année de l'ONU pour les coopératives. Les coopératives dans le monde entier, c'est une activité économique absolument énorme. Et donc, du coup, je ne suis pas en train de dire c'est coopératives, c'est PME, c'est PMI, c'est TPI, c'est ETI, c'est grandes entreprises. On a besoin d'une communauté écologique. Il faut que les grandes entreprises, et dans le rapport gallois, cessent de croire que les petites vont les polluer et cesser d'innover.
Parce que tous les modèles qu'on a dans l'évolution et que j'ai retrouvés, évidemment, dans la pharmacologie, par exemple, les grosses entreprises ne peuvent faire que du développement incrémental. Ce sont les petites qui vont fixer les innovations de rupture. Est-ce que c'est l'un ou ce que c'est l'autre? Ben non, il faut créer des communautés écologiques dans lesquelles les laboratoires pharmaceutiques sont au bout de leur modèle. Une fois de plus, il a marché. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais au bout d'un moment, il atteint sa limite. Et donc, ils sont obligés de faire appel à des satellites. Et ensuite, il faut coopérer et non pas les prendre et ensuite les étouffer. C'est ça une culture entrepreneuriale, c'est ça une communauté écologique. Hein. Donc, jouer sur les diversités entrepreneuriales à tous les niveaux, et c'est ça une communauté écologique. Hein. Dans une communauté écologique, c'est comme chez les singes, on a besoin d'insectes, d'oiseaux, de feuilles, on a besoin d'oiseaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, parce qu'il faut conclure, je dois terminer quand même sur les stratégies K. Hein. Stratégie qualitative. On ne peut pas s'en sortir en Occident avec le coût du travail que nous avons sur des stratégies low cost. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas concurrencer les Asiatiques. C'est impossible. Et comment s'en sort l'Allemagne, qui n'est pas loin d'ici, la Suisse, et vous aussi? C'est une stratégie hautement qualitative. Design, recherche, R&D, notion de service, notion d'économie circulaire, traitement des déchets, dès le départ dans la conception. Et ça demande de la réflexion et ça demande des gens de différentes compétences. Aujourd'hui, faire un produit, ce n'est plus le métier des ingénieurs, c'est les ingénieurs avec les chercheurs, les designers, les gens. Voilà. Ce sont des communautés d'interdisciplinarité. Et tout ce qui est relocalisé est des stratégies qualitatives. Et comme dans le rapport Gallois, une fois de plus, le coût du travail sur des stratégies hautement qualitatives, où il y a la haute plus-value, ne pose plus de problème. Par contre, le coût du travail est un problème sur les stratégies de produits avec faible plus-value. Donc ce n'est pas le coût du travail en soi, c'est par rapport au type de production que l'on va faire et les plus-values qu'on fait. Voilà, ça s'appelle de l'adaptation. Alors, je dois conclure. J'étais très heureux en faisant le tour ici des stands de voir, sur le stand de l'ADEME, réconcilier le progrès et l'environnement. Ben voilà quand même une super idée, il serait temps qu'on y repense. C'est pas l'ADEME que je critique, hein. Merci d'avoir fait. Quelle est cette conception idiote que nous avons en France de croire que le progrès de l'homme, c'est forcément contre la nature, ou que la nature, quand ça ne va pas, est notre ennemi? Non, il faut coévoluer avec la nature, tout simplement. Parce que la nature n'est ni bonne ni mauvaise. Le tsunami, attendez, il y avait des repères qui étaient connus, les tsunamis. Alors là aussi, d'un point de vue scientifique, il y a des scientifiques ici. Il y a eu des tsunamis qui étaient encore bien plus violents que celui qui a frappé Fukushima. D'ailleurs, il y avait des marques avec un Bouddha, tout ça c'est connu. Alors ils disent, les gens qui font ça, on a fait une moyenne sur les tsunamis de l'histoire. Et franchement, comment on peut faire une moyenne ou des statistiques sur des catastrophes? Non mais ces gens sont délirants, quoi. C'est irresponsable. En attendant, le progrès, oui. Le progrès, le vrai problème, c'est que les idées de progrès dont nous sommes encore dépendants aujourd'hui, elles ont émergé à la fin du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, à laquelle participe la famille Darwin d'ailleurs, mais il va y avoir à gauche comme à droite. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que c'est une culture. C'est pas la gauche, c'est pas la droite. Il va y avoir une volonté très forte de faire en sorte que l'homme puisse maîtriser la nature, et ça vient de Descartes, hein, mal compris une fois de plus, mais en l'occurrence, il n'est pas question de rechercher une réconciliation avec la nature, mais de comprendre que la nature, on en fait partie et qu'il nous faut coévoluer, trouver des modes de... C'est pas retourner en arrière. Parler de décroissance, c'est ridicule. Ça veut dire quoi, décroissance? Ça veut dire comme s'il n'y avait qu'un seul modèle de progrès et qu'on déplaçait le curseur sur l'échelle. Non, il faut trouver un autre mode de croissance. C'est aussi simple que ça. Et justement, ce qui est en train de se terminer aujourd'hui, et Dieu merci, c'est que nous sortons d'une vision hyper individualiste de l'économie que nous ont imposé les gens de l'ultralibéralisme. Là, je ne fais pas de la politique. Hein. C'est l'histoire de l'homo economicus, c'est-à-dire l'individu qui rationalise au maximum que ses profits aux dépens de la société, aux dépens de l'environnement. Ben, je vous renvoie à un très bon livre là-dessus, je ne partage pas toutes les idées, de Daniel Cohen, hein, qui vient de sortir, qui s'appelle Homo economicus, où qui montre qu'en effet, l'augmentation des inégalités a fait qu'il y a une augmentation de l'individualisme. Les gens participent moins au vote. On sort d'élections en France et évidemment aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est arrivé à un extrême d'un modèle de l'homo economicus, qui d'ailleurs est très contesté dans les théories de l'évolution. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais voilà, il a apporté des choses, ce modèle. Aujourd'hui, il est arrivé à la limite et il nous pose des difficultés. Il faut qu'on trouve d'autres modèles de développement. Et parmi les réponses possibles, il y a celle, évidemment,
que l'on retrouve sur Idée Alsace. Pourquoi Idée Alsace, ça m'a plu? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 façons de voir le monde. Non, je ne l'ai pas dit, donc je le dis maintenant et je conclue là-dessus. C'est pour vous dire, en tant qu'anthropologue, comment notre façon de comprendre le monde va nous amener à agir d'une manière ou d'une autre. 3 façons de penser le monde. Une qui est très dominante. Le monde tel que nous le connaissons a toujours été comme cela. C'est ce qu'on appelle le créationnisme, ou d'autres versions dans d'autres cultures, il y en a plusieurs. Et là, vous remarquerez, dans la vision extrême du créationnisme, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas des croyants ou des autres religions, il n'y a pas de souci. Je parle des fondamentalismes. Tous les gouvernements influencés par des mouvements religieux fondamentalistes sont liés à des économies qui exploitent les ressources naturelles sans se préoccuper de l'avenir. Alors on y va? L'Amérique de W. Bush, le Canada de M. Harper qui est sorti des accords de Kyoto pour exploiter les schistes bitumineux, le wahhabisme que vous avez dans les Émirats arabes, l'orthodoxie qui revient très fort de manière fondamentale en Russie et l'Australie pour d'autres raisons. Quelle est leur justification morale? Toutes ces richesses ont été mises par quelqu'un, évidemment c'est Dieu, et on peut les exploiter sans se préoccuper de l'avenir. Ben vous constatez que les personnes qui pensent comme cela contestent les théories de l'évolution donc pour le passé et contestent le développement durable et le réchauffement climatique. C'est des personnes qui contestent toute forme de changement et de responsabilité de l'homme. Vous voyez, ce n'est pas inintéressant. La vision que nous connaissons et que nous sommes en train de quitter, c'est celle de progrès à laquelle nous avons été nourris depuis les Lumières en Europe. C'est ce modèle qui est arrivé au bout aujourd'hui. Et là, ce qu'on appelle le développement durable soft. Par exemple, c'est Claude Allègre qui le représente, ou Luc Ferry, que je connais personnellement, je vous rassure, qui disent « Ok, peut-être que nous entamons les ressources naturelles non renouvelables, mais cependant, les techniques, l'amélioration de la gestion de ces ressources permettra de léguer aux générations futures les moyens de mieux les exploiter. » Donc là, ça veut dire qu'on continue comme avant, mais on essaie d'améliorer le truc quand même. Et l'évolutionnisme, que j'essaie d'expliquer très rapidement, c'est de comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui conditionne le jeu des possibles pour les générations futures. Car justement, mesdames et messieurs, il va falloir qu'on réfléchisse, surtout ceux de ma génération, ils sont plus âgés, à cette idée de progrès qui a été la nôtre. Moi, je pense que quand l'histoire regardera la génération des baby-boomers, on ne va pas sortir de manière glorieuse. On a vécu sur l'héritage de nos parents et on a entamé celui de nos enfants. C'est très clair. Et on en a profité, et on va continuer à en profiter, je vais vous dire, parce qu'on est vachement égoïste. Parce qu'on a vécu comme ça. Et dans cette histoire, c'est quand même important de rappeler que nous avons connu un progrès extraordinaire en termes de niveau de vie. On n'a jamais aussi bien vécu, c'est clair. Mais c'est comment maintenant on peut faire mieux, et peut-être non pas avec moi, mais d'une autre façon. Donc réfléchir de manière qualitative. Cette vision de progrès, elle a eu un problème, c'est que justement, elle a délégué aux générations futures la résolution des problèmes que nous avions. Typiquement, c'est la retraite par répartition. La retraite par répartition, c'était une excellente idée après-guerre. C'est généreux, c'est la solidarité entre les générations. Mais c'est fondé sur une idée de progrès qui dit qu'à chaque génération, il y aura plus de jeunes et plus de gens qui travaillent et plus longtemps. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Alors, je ne dis pas que c'était une mauvaise idée. Une fois de plus, soyons darwiniens. C'est qu'aujourd'hui, on voit que cette idée ne répond pas à ces enjeux. Puis je rappelle que d'un point de vue de la loi et de la fiscalité, c'est illégal. Hein. Vous avez un dessin dans le New Yorker, où vous avez Madoff qui est interrogé par 2 malabars du FBI. Et le malabar du FBI dit à Madoff, « Alors Madoff, comment tu as eu l'idée de faire ce système de Ponzi ?»« Oh, attendez, hein, je suis inspiré du système de retraite par répartition des Français. » Donc voilà, et on voit bien les problèmes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évolution, même quand on fait des choses bien, sur les principes, donc on ne revient pas en arrière, eh bien, ça change, il y a des événements qui arrivent, il faut toujours être vigilant. Donc, être capable d'être adaptable, c'est toujours savoir cette conscience de se dire à partir de quel moment ce qui a fonctionné ne suffira pas pour les générations futures. Parce que c'est ça l'évolution, mesdames et messieurs. L'évolution, ce n'est pas le passé, c'est qu'une partie de la théorie. L'évolution, comme le disait Darwin, c'est la descendance avec modification. Ce qui veut dire, pour ceux qui sont parents comme moi, quelles sont aujourd'hui nos responsabilités pour permettre aux jeunes de demain de construire leur vision de progrès et non pas la nôtre. Et c'est ce qu'on appelle le jeu des possibles. L'évolution, c'est des contraintes. Comment redéployer de la diversité, des initiatives, de nouveaux modes de développement à partir donc de ce qui a été fait.
Et bien voilà, c'est ça que je voulais vous dire, être évolutionniste, darwinien en vrai sens de terme, parce que c'était des gens extrêmement progressistes, c'est justement de comprendre que notre vision du progrès à nous, de ma génération, ne sera pas celle des jeunes, et il est de notre devoir de leur laisser une économie, une planète dans laquelle ils auront à construire eux-mêmes leur jeu des possibles. Et ça passe évidemment par les idées, et merci à l'Alsace. Merci Pascal Pic de cette brillante intervention. On est nous aussi dans la course de la Reine Rouge, mais on va se laisser quelques minutes malgré tout pour les questions dans la salle, avant d'enchaîner sur la remise des trophées. Alors moi j'ai de la lumière dans les yeux, je ne vois pas les mains qui se lèvent. Bonjour. Vous avez dit qu'il y avait c'est là, je suis là. Vous avez dit qu'il y avait 3 raisons qui faisaient que les hommes acceptent de changer. Et je ne sais pas si je vous ai bien suivi, mais j'ai entendu la première, les catastrophes naturelles. La deuxième, les... La Reine Rouge. La troisième. Voilà, la Reine Rouge. La troisième, et la troisième. Merci. La troisième, c'est l'homme, bien sûr. Hein, c'est l'homme. Donc l'homme est devenu un facteur impactant énorme sur la Terre. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, il y a un terme qui commence à se faire bien connaître, qu'on appelle l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est cette période, on discute un peu sur les dates, mais grosso modo, le mieux, c'est d'ancrer ça au moment de la révolution industrielle, où en effet, à partir de là, l'homme a un impact de plus en plus important sur l'avenir de la planète. Donc on appelle ça l'Anthropocène. Et la vraie question, d'ailleurs, je vous le conseille, c'est un petit livre qui vient d'être édité par les éditions de l'INRA, si je ne me trompe, et qui s'intitule « L'homme peut-il s'adapter à lui-même » On voit bien que le vrai défi aujourd'hui, c'est nos capacités à changer nos modèles et de telle façon qu'il n'y ait pas d'effet réversif par rapport à nous. Parce que c'est ça le problème. Longtemps, on a cru que l'homme s'adaptait face à la nature hostile. La nature ni bonne ni mauvaise, ne nous fait pas que des cadeaux, bien évidemment. Il ne faut pas être naïf. Mais en gros, le vrai enjeu, c'est les conséquences de nos activités, la démographie aussi. Vous savez, la démographie, vous savez, on se pose des questions. On va être 9 milliards en 2050, mais le vrai problème, c'est que toute la population mondiale est en train de vieillir, et on se pose la question de savoir si même notre espèce ne va pas être en danger. Vous voyez, donc tout ça, vous voyez, c'est des questionnements constants, intersection des changements et des connaissances que nous avons. Donc le troisième facteur, c'est l'homme, bien sûr. Merci, madame. Y a-t-il une autre question ? Peut-être pas tout de suite. Alors, ce que je vous propose, puisque Pascal Pic nous fait le plaisir de rester pour la remise des trophées d'Alsace qui va suivre là dans l'instant, donc surtout ne quittez pas votre chaise. Et puis, il nous fait le plaisir de rester également pour le déjeuner. Donc, vous aurez tout le loisir de creuser toutes ces questions d'apprentissage par l'action, de coévolution, de bricolage, d'adaptation. Voilà, je vous laisse rejoindre votre siège, Pascal Pic. Et puis donc, nous allons enchaîner sur la remise des trophées. Je vais passer le micro à Clémentine.